Homme noir en 1983, il a eu 9 filles. Voyez ce qu'elles sont devenues, 41 ans plus tard. Le cri désespéré de Marcus Washington résonna dans les couloirs de l'hôpital Saint-Mariès alors qu'il tenait la main froide de sa femme Denise. C'était en mars 1983, et ce qui aurait dû être le plus beau jour de leur vie se transformait en pire cauchemar. Du sang. Beaucoup de sang. Les médecins couraient dans tous les sens, leur voix pressante se mêlant au son des alarmes des moniteurs. Denise venait de mettre au monde 9 bébés, toutes des filles, lors d'un accouchement qui défiait toutes les attentes médicales. Mais maintenant, elle était en train de mourir. « Monsieur Washington, vous devez quitter la salle », cria l'infirmière, le poussant dehors tandis qu'une équipe entière luttait pour sauver Denise. À l'extérieur, Marcus s'effondra sur le sol froid du couloir, écoutant les pleurs des 9 nouveau-nés mêlés aux cris des médecins. En quelques minutes, sa vie avait complètement changé. D'ouvrier d'usine dans le district industriel de Détroit à père célibataire de 9 bébés prématurés. La grossesse avait déjà été un miracle. Denise et Marcus avaient essayé d'avoir des enfants pendant 8 ans, affrontant non seulement le coût des traitements, mais aussi la méfiance des médecins qui doutaient souvent de leur capacité à payer les procédures. Lorsqu'elle tomba enfin enceinte à 34 ans, les médecins découvrirent l'impossible, 9 battements de cœur. 9 bébés. La communauté noire de l'East Side fut sous le choc, mais elle se mobilisa aussi d'une manière que Marcus n'avait jamais vue auparavant. Des voisins qui le connaissaient à peine se présentèrent à sa porte avec des vêtements pour bébé, des couches et des propositions d'aide. « Frère, tu n'es pas seul dans cette épreuve », disait toujours le révérend Johnson, pasteur de l'église baptiste locale. Mais maintenant, assis dans le couloir de l'hôpital, Marcus se sentait complètement perdu. Denise avait insisté pour mener la grossesse à terme, même lorsque certains médecins avaient suggéré une réduction sélective. « Ces filles sont venues pour une raison », disait-elle en caressant son énorme ventre. Marcus n'aurait jamais imaginé que ces paroles seraient les dernières. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard. 9 incubateurs. 9 petits corps luttant pour survivre. Marcus ne pouvait même pas les regarder correctement. Chaque visage lui rappelait Denise. Destiny, Faith, Grace, Hope, Joy, Love, Peace, Serenity et la plus fragile de toutes, qu'il appela Miracle. Les médecins étaient sceptiques quant à leurs chances de survie. 3 d'entre elles ne pesaient même pas 1 kilo. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté noire de Détroit, puis dans tout le pays. C'était en 1983. Et voir un homme noir élever seul 9 filles devint un symbole de résilience et de force. Des journalistes arrivèrent de plusieurs villes, transformant l'hôpital en cirque médiatique. Marcus refusa de parler à la plupart, mais ne put empêcher l'histoire des 9 princesses de Détroit de faire la une des journaux nationaux. Des lettres arrivaient de tout le pays. Des dons venaient principalement des communautés noires qui s'identifiaient à la lutte de Marcus. Des offres d'aide. Mais aussi des commentaires cruels de personnes qui remettaient en question la capacité d'un ouvrier noir à élever correctement 9 filles. Certains allaient jusqu'à suggérer qu'il serait mieux pour les enfants qu'elles soient adoptées par des familles blanches avec de meilleures conditions. « Jamais », murmura Marcus pour lui-même, tenant Miracle dans ses bras pour la première fois. C'était la plus petite, la plus fragile, mais aussi celle qui ressemblait le plus à Denise. Ses yeux bruns brillaient d'une détermination qu'il reconnaissait. À cet instant, Marcus fit une promesse silencieuse. Il élèverait les 9, prouvant qu'un homme noir pouvait être un père exceptionnel, peu importe le prix. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait. Une infirmière noire plus âgée, nommée Ruby, avait murmuré quelque chose d'étrange quelques instants avant la mort de Denise. Quelque chose à propos d'une lettre cachée. De secret gardé. Marcus ne put vraiment comprendre dans le chaos, mais les mots restèrent gravés dans son esprit. Elle voulait que tu connaisses la vérité sur Miracle. Quelle vérité? Qu'est-ce que Denise lui avait caché? Les premières semaines furent un enfer multiplié par le poids du racisme institutionnel. Marcus dormait à peine 2 heures d'affilée. 9 bébés signifiaient des tétées toutes les 3 heures, jour et nuit. Des couches. Des pleurs. Des médicaments. Des factures médicales astronomiques accompagnées d'appels de recouvrement plus agressifs que la normale, comme si l'on doutait de sa capacité à payer. C'est alors que Mama Betty, la matriarche respectée de la communauté, se présenta à sa porte avec une marmite de gumbo et une proposition qui allait tout changer. « Marcus, mon fils, tu nous représentes tous maintenant. Tu ne vas pas faire ça seul. » Elle avait raison, et cette fois, sa fierté ne pouvait pas passer avant le bien-être de ses filles. Si vous appréciez cette histoire inspirante d'un père qui a défié tous les préjugés par amour pour ses filles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment Marcus a transformé l'adversité en triomphe. Mama Betty n'était pas seulement une figure respectée de la communauté. Elle était une stratège née. Au cours des mois suivants, elle organisa quelque chose d'inédit.
Un réseau de soutien impliquant 3 églises, 2 salons de coiffure, un barbier et des dizaines de familles noires. Chacun assumait une responsabilité précise, créant un système de soins collectifs qui fonctionnait comme une horloge suisse. Mais ce qui semblait être une solution parfaite révéla bientôt un problème bien plus sinistre. Le département des services sociaux se présenta un matin glacé de novembre, mais cette fois en force. L'agente Patricia Williams, une femme noire en tailleur strict, dirigeait une équipe de 3 personnes. « Monsieur Washington, dit-elle avec une froideur professionnelle qui coupait comme la glace, nous avons reçu de multiples plaintes anonymes remettant en question les conditions de vie de ces enfants. » Marcus sentit son sang bouillir. Les « plaintes anonymes » étaient clairement motivées par le racisme. Des voisins blancs des quartiers adjacents qui ne supportaient pas de voir un homme noir recevoir autant d'attention positive dans les médias. « Mes filles sont élevées par toute une communauté, » répondit-il, observant Miracle dans les bras de Mama Betty tandis que Destiny et Faith rampaient sur le sol propre. Mais l'agente Williams n'était pas impressionnée. Elle notait méthodiquement, maison trop petite pour 10 personnes, père célibataire travaillant en usine avec un salaire instable, dépendance excessive envers la communauté pour la garde des enfants. Monsieur Washington, nous avons des familles stables, intéressées par l'adoption. Il est peut-être temps de considérer ce qui est réellement le mieux pour ces enfants. La menace n'était pas seulement bureaucratique, elle était raciale. Marcus savait que les enfants noirs étaient régulièrement séparés de familles aimantes et placés dans le système, où ils disparaissaient souvent dans des familles d'accueil ou étaient adoptés par des familles blanches qui effaçaient leur identité culturelle. « Elle reste avec moi », dit-il avec une fermeté héritée de générations de résistance. Williams ne bluffait pas. 2 semaines plus tard, elle revint avec des documents officiels et une menace limpide. Marcus avait 60 jours pour prouver un revenu stable, un logement adéquat et une garde d'enfants professionnels, où l'État commencerait à séparer les filles dans différents foyers adoptifs. C'était un piège systématique, des exigences impossibles pour un travailleur confronté à un système conçu contre lui. Cette nuit-là, désespéré et furieux, Marcus trouva enfin le courage d'ouvrir la boîte d'affaires de Denise, quelque chose qu'il avait évité pendant des mois. Parmi les photos de famille et les bijoux simples, il découvrit une épaisse enveloppe à son nom. Les mains tremblantes d'émotion et d'épuisement, il l'ouvrit et trouva une lettre qui allait changer sa compréhension de tout. « Mon amour Marcus », commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu à l'accouchement. Il y a des vérités que j'ai gardées pour te protéger, mais maintenant tu dois savoir. Miracle n'est pas notre fille biologique. Elle est la fille de ma cousine Shona, qui est morte dans un accident de voiture il y a 2 ans. Je l'ai adoptée de manière informelle quand j'ai découvert ma grossesse. Je ne te l'ai pas dit car je craignais que tu ne l'aimes moins que les autres, ou que les autorités puissent s'en servir contre nous. » Marcus laissa tomber la lettre, les mains tremblant de façon incontrôlable. Shona était la cousine rebelle de Denise, qui avait déménagé à Chicago et s'était impliquée dans la drogue. Denise n'avait jamais mentionné de bébé. Miracle, qu'il croyait prématuré comme les autres multiples, était en réalité un enfant normal élevé avec ses sœurs. Tout ce temps, il avait aimé une petite fille qui n'était même pas sa fille de sang. Cette révélation aurait pu briser beaucoup d'hommes, mais Marcus ressentit autre chose grandir dans sa poitrine. Il regarda Miracle dormir dans le berceau improvisé à côté de ses sœurs et comprit que cela n'avait aucune importance. Elle était sa fille autant que les 8 autres. Denise lui avait confié cette responsabilité sacrée, et il mourrait plutôt que d'y faillir. Avec une détermination renouvelée et une juste colère, Marcus élabora un plan qui allait changer sa vie. Si le système voulait la guerre, il lui donnerait la guerre. Il vendit sa voiture, emprunta de l'argent à des prêteurs de la communauté et utilisa chaque centime pour engager un avocat noir spécialisé en droit civique. En même temps, il commença un second travail en vendant des produits de beauté pour femmes noires, shampoing, après-shampoing et huile naturelle qu'il fabriquait chez lui à partir de recettes que sa grand-mère lui avait apprises. L'entreprise de soins capillaires explosa plus vite que Marcus ne l'avait jamais imaginé. Les femmes noires de Détroit étaient avides de produits qui fonctionnaient vraiment pour leurs cheveux, fabriqués par quelqu'un qui comprenait leurs besoins. En 6 mois, Marcus gagnait plus avec la vente de produits de beauté qu'à l'usine. Il acheta une maison plus grande, engagea des nourrices certifiées et organisa ses finances de manière impeccable. Lorsque l'agente Williams revint pour l'inspection finale, elle trouva une transformation complète. Maison spacieuse, 9 berceaux bien rangés, réfrigérateur plein, documentation financière irréprochable et surtout 9 bébés en bonne santé entourés d'une communauté qui les protégeait comme des lionnes. Marcus n'avait pas seulement vaincu le système. Il avait prouvé que l'excellence noire pouvait s'épanouir même sous une pression extrême. « Monsieur Washington, » dit Williams en rangeant à contre-cœur son carnet, « les enfants resteront sous votre garde. » Marcus acquiesça, mais une question continuait à marteler son esprit. Pourquoi Denise avait-elle caché la vérité sur Miracle? Et combien d'autres secrets avait-elle gardés pour protéger la famille?
Les années suivantes apportèrent de la croissance dans tous les sens. Les 9 filles grandirent comme une petite dynastie, chacune développant des personnalités fortes et distinctes. Destiny devint la leader naturelle, organisant ses sœurs avec une autorité héritée. Faith était la prédicatrice de la famille, citant toujours des versets bibliques appris à l'église. Grace avait un talent musical extraordinaire, chantant du gospel avec une voix qui faisait pleurer les adultes. Hope s'intéressait aux sciences, démontant tout pour comprendre comment cela fonctionnait. Joy était l'athlète naturel, courant plus vite que des garçons de 2 ans plus âgés. Love avait un don particulier pour prendre soin des autres, réconfortant toujours ceux qui étaient tristes. Peace préférait les livres et la poésie, écrivant des vers profonds depuis l'âge de 8 ans. Serenity était une artiste née, dessinant des portraits qui capturaient les âmes. Et Miracle, la plus observatrice, regardait tout avec des yeux perçants, comme si elle gardait les secrets de l'univers. Lorsqu'elles eurent 15 ans, en 1998, Marcus décida qu'il était temps d'avoir une conversation honnête avec Miracle. Elle avait grandi différemment de ses sœurs, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Alors que les autres étaient extraverties et bruyantes, Miracle était introspective et prudente. Marcus la surprenait souvent en train d'étudier de vieilles photos de Denise, comme si elle cherchait des réponses dans chaque détail. « Miracle, il faut qu'on parle de ta mère », dit Marcus un dimanche après-midi après le culte à l'église. Elle se tourna lentement, ses yeux révélant qu'elle savait déjà de quoi il s'agissait. « Papa, je sais que je ne suis pas née du ventre de maman en même temps que les autres, » dit-elle calmement, le surprenant complètement. « J'ai toujours su que j'étais différente. Les gens chuchotent quand ils pensent que je n'écoute pas. » Marcus sentit son cœur s'accélérer. « Qui te l'a dit ?» Miracle sourit avec une tristesse empreinte de maturité. « Personne n'a eu besoin de me le dire. Je le savais tout simplement. Mais je sais aussi que tu m'as choisi chaque jour pendant 15 ans. Ça vaut plus que n'importe quel ADN. » Marcus la serra fort dans ses bras, impressionné par la sagesse de sa plus jeune fille. Mais Miracle avait ses propres révélations. « Papa, j'ai trouvé d'autres lettres de maman. Elle a caché beaucoup de choses. » Elle tendit à Marcus un paquet d'enveloppes qu'elle avait découvert cousues à l'intérieur de la doublure d'un vieil oreiller. Les mains tremblantes d'anticipation, Marcus ouvrit la première lettre, datée de janvier 1983, 2 mois avant la naissance. « Marcus, mon guerrier, » disait la lettre, « si quelque chose m'arrive, tu dois savoir que j'ai pris des décisions difficiles. Les médecins m'ont proposé une réduction sélective, éliminer certains bébés pour augmenter les chances de survie des autres. J'ai refusé. Chacune de ces filles a un but divin. Je me suis aussi inscrite comme donneuse d'organes. Si je meurs, au moins je sauverai d'autres vies. Ne sois pas en colère. C'était un choix fait avec foi. » Marcus dut s'asseoir. Denise n'avait pas seulement tout risqué pour les filles. Elle avait délibérément choisi de les sauver en sachant que cela pourrait lui coûter la vie. Il y avait d'autres lettres. L'une révélait que Denise avait secrètement vendu ses bijoux de famille et créé un fonds éducatif pour les filles. Une autre contenait des informations sur une police d'assurance vie qu'elle avait réussi à cacher aux créanciers. La lettre la plus choquante révélait que Denise avait découvert, grâce à une enquête privée, que la famille de Miracle à Chicago avait laissé un héritage substantiel, suffisamment d'argent pour payer les études universitaires des 9 filles. Mais il y avait une condition. Miracle devait le réclamer elle-même à ses 18 ans et devait choisir entre rester avec la famille Washington ou retourner à ses racines à Chicago. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit de tout ça ?» murmura Marcus en relisant les lettres, les larmes aux yeux. Miracle posa la main sur l'épaule de son père. « Peut-être qu'elle savait que tu ferais la bonne chose même sans connaître l'existence de cet argent. Elle te faisait entièrement confiance. » Ce soir-là, Marcus réunit ses 9 filles dans le salon et fit quelque chose qui allait changer leur vie à jamais. Il leur raconta tout, à propos de Miracle, des lettres, de l'héritage, des sacrifices de Denise, et de la façon dont l'amour exige parfois de garder des secrets douloureux pour protéger ceux qu'on aime. Il y eut des larmes, des questions difficiles, des moments de silence profond. Mais à la fin, les 8 sœurs biologiques entourèrent Miracle de câlins encore plus forts, confirmant que le sang ne définit pas une famille. L'amour définit une famille. « Papa, » dit Destiny, parlant toujours au nom du groupe, « nous voulons faire un voyage ensemble avant que Miracle ne décide pour Chicago. Tout ensemble. Comme une famille unie. » Marcus regarda ses 9 filles, désormais de jeunes femmes de 15 ans confrontées à des décisions qui changeraient leur vie, et sut exactement ce qu'il devait faire. Il vendrait l'entreprise de produits capillaires, achèterait un bus d'occasion et emmènerait ses princesses dans un voyage à travers le pays. Ce serait leur dernière grande aventure ensemble avant d'affronter l'avenir et les choix difficiles qui les attendaient. Le voyage en bus à travers les États-Unis a duré 3 mois durant l'été 1998 et est devenu un périple de découverte raciale et familiale.
Marcus avait acheté un bus scolaire d'occasion et l'avait transformé en maison mobile, le peignant avec des couleurs vives du panafricanisme. Ils ont visité Atlanta, où les filles ont marché dans les rues où Martin Luther King Jr. avait défilé. À Memphis, Grace a chanté du gospel sur Beale Street, sa voix résonnant sur les mêmes trottoirs où le blues est né. En Alabama, elles ont visité des musées d'histoire noire, se connectant à leurs racines de manière profonde et transformatrice. Mais c'est à Chicago que le véritable tournant s'est produit. Lorsqu'ils sont arrivés au bureau de l'avocat responsable de l'héritage de Miracle, ils ont découvert quelque chose que personne n'avait imaginé. L'avocat, un homme noir âgé nommé James Crawford, les a accueillis avec une expression mêlant surprise et émotion. « Monsieur Washington, il y a quelque chose que vous devez savoir avant que nous discutions de l'héritage, » a-t-il dit en ajustant ses lunettes avec des mains légèrement tremblantes. « Votre épouse Denise est venue me voir personnellement ici à Chicago en 1982. Elle n'est pas venue seulement pour organiser des questions légales concernant Miracle. Elle a fait quelque chose qui a changé des dizaines de vies. » Crawford a ouvert un dossier épais sur le vieux bureau. Denise a donné ses organes pour sauver 5 personnes, mais elle est allée plus loin. Elle a coordonné un réseau de dons de moelle osseuse entre familles noires, sauvant des enfants atteints d'anémie falciforme qui ne trouvaient pas de compatibilité. Marcus a senti ses jambes fléchir. Denise a organisé des dons de moelle osseuse. Crawford a acquiescé solennellement. Non seulement elle a organisé cela, elle a créé une base de données de donneurs noirs qui a révolutionné les transplantations pour notre communauté. Mais il y a plus. Une des personnes qu'elle a sauvées est devenue médecin spécialisé en hématologie pédiatrique. L'avocat a sorti un autre document. Dr Angela Rivers. Elle mourait de leucémie à 22 ans lorsqu'elle a reçu de la moelle osseuse grâce au programme que Denise a créé. Angela s'est rétablie, a terminé ses études de médecine et consacre sa vie à sauver des enfants noirs atteints de maladies du sang. Il y a 6 mois, elle est venue me voir, souhaitant rencontrer la famille Washington. Miracle a commencé à pleurer des larmes qui semblaient porter des décennies d'émotions refoulées. Maman continuait à sauver des vies même après son départ, a-t-elle chuchoté. Marcus a serré toutes ses 9 filles dans une étreinte collective, comprenant enfin l'ampleur de l'héritage que Denise avait laissé au monde. La plus grande surprise était encore à venir. Le docteur Angela Rivers est entrée dans le bureau à cet instant précis, une femme élégante d'environ 40 ans, portant une blouse médicale sur des vêtements décontractés, avec un sourire qui illuminait la pièce. « Marcus Washington » demanda-t-elle doucement. « Je suis Angela. Je suis vivante grâce à votre épouse extraordinaire. » La rencontre fut chargée d'émotions brutes et transformatrices. Angela raconta comment elle avait reçu de la moelle osseuse via le réseau organisé par Denise, et comment cela avait non seulement sauvé sa vie, mais l'avait inspirée à consacrer toute sa carrière aux enfants noirs confrontés à des maladies du sang. « Votre amour pour Denise m'a donné une seconde chance, et j'ai promis de ne jamais la gaspiller, » dit-elle en regardant les 9 filles. « Vous êtes le cadeau le plus précieux qu'elle ait laissé à l'humanité. » Angela avait une proposition qui allait tout changer. Elle voulait établir un partenariat avec Marcus pour étendre le programme de sensibilisation aux dons de moelle osseuse dans la communauté noire, utilisant l'histoire des 9 filles comme symbole d'espoir. Vos produits de beauté touchent déjà la vie des femmes noires. Imaginez si nous pouvions utiliser cette plateforme pour sauver des vies, littéralement. Les 9 sœurs se sont regardées et, dans une décision unanime qui a même surpris Marcus, ont décidé de reporter toute séparation. Plutôt que de suivre des chemins individuels après le diplôme, elles voulaient travailler ensemble pour étendre l'héritage de Denise. Destiny organiserait des campagnes de sensibilisation, Fête porterait le message aux églises, Grace utiliserait la musique pour toucher les cœurs, Hope développerait des technologies pour faciliter la compatibilité, Joy créerait des programmes d'exercice pour les patients en convalescence, Love deviendrait infirmière spécialisée, Peace écrirait des supports éducatifs, Serenity créerait des œuvres d'art inspirantes pour les hôpitaux. Et Miracle serait le lien entre les familles idéales. Traitements médicaux. Ce jour transformateur à Chicago, la famille Washington découvrit que leur but transcendait leur propre vie. Denise n'avait pas seulement donné la vie aux 9 filles. Elle avait planté des graines d'espoir qui continuaient de germer dans les cœurs à travers le pays. Son sacrifice avait créé une chaîne de guérison qui se répandait dans la communauté noire, sauvant des vies qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Marcus regarda ses filles, maintenant de jeunes femmes déterminées à honorer une mère qu'elles connaissaient à peine personnellement, mais dont l'amour les avait guidées toute leur vie, et sut que Denise serait rayonnante de fierté. La justice avait prévalu. L'amour avait vaincu même la mort. Et l'héritage d'une femme extraordinaire continuerait de grandir à travers chaque vie touchée par sa bonté infinie. 26 ans plus tard, en 2024, Marcus Washington était assis dans le jardin commémoratif de l'hôpital universitaire de Détroit, observant ses petites filles jouer parmi les fleurs qu'il avait plantées en hommage à Denise. À 67 ans,
Ses cheveux étaient complètement gris, mais ses yeux brillaient toujours de la même détermination qu'il avait soutenue des décennies plus tôt. Le mémorial était devenu un sanctuaire pour des centaines de familles noires, et les plantes médicinales africaines traditionnelles qu'il cultivait fleurissaient année après année, guérissant corps et âme. La Fondation Denise Washington était devenue la plus grande organisation de soutien à la santé sanguine de la communauté noire aux États-Unis. Les 9 filles, désormais âgées de 41 ans, avaient construit ensemble quelque chose de révolutionnaire. Destiny dirigeait l'organisation avec un leadership visionnaire, s'étendant à 17 États. Faith avait créé un ministère qui apportait de l'espoir aux familles confrontées à des maladies génétiques. Grace utilisait la musique gospel pour apaiser les patients lors de traitements douloureux. Hope avait développé des technologies qui triplaient l'efficacité dans la recherche de compatibilité de moelle osseuse. Joy avait créé des programmes de réhabilitation physique qui avaient aidé des milliers de patients à retrouver leur force après des greffes. Love était devenue infirmière en chef du plus grand centre d'hématologie pédiatrique du pays. Pease avait écrit 5 livres sur la guérison, la foi et la résilience qui étaient devenus des références nationales. Serenity avait transformé les hôpitaux en galeries d'art, prouvant que la beauté guérit autant que la médecine. Et Miracle était devenue directrice du soutien familial, guidant les parents à travers les mêmes tempêtes que Marcus avait affrontées. La plus grande bénédiction était survenue en 2019, lorsque toutes les 9 sœurs étaient tombées enceintes presque simultanément, comme si l'univers complétait un cycle parfait. Marcus se retrouva à nouveau entouré de bébés qui pleuraient, de couches et de nuits blanches, mais cette fois en tant que grand-père fier de 18 petits-enfants. Chaque enfant portait d'une manière ou d'une autre le nom de Denise, Denise Joy, Marcus Denise, Miracle Denise, Destiny Denise, créant une symphonie de mémoire et de continuité. La docteure Angela Rivers, désormais âgée de 65 ans et directrice nationale de l'hématologie pédiatrique, était devenue une partie inséparable de la famille. Elle rendait visite régulièrement à Marcus, et ensemble ils regardaient les enfants grandir tout en partageant des histoires sur Denise et en célébrant chaque vie sauvée par les programmes qu'elle avait inspirés. Elle savait, dit Angela un après-midi, tenant dans ses bras la petite Denise Faith. Votre épouse savait qu'elle plantait des graines qui grandiraient bien au-delà de sa propre existence. C'est lors de l'une de ces visites qu'Angela apporta la révélation finale qui compléta le puzzle. Elle avait trouvé des documents dans les archives médicales de l'université, des dossiers montrant que Denise avait demandé que ses organes soient spécifiquement destinés à 5 patients noirs qui attendaient depuis le plus longtemps sur les listes. Elle avait étudié chaque cas personnellement, choisissant qui recevrait chaque organe en fonction de celui qui avait le plus grand potentiel d'utiliser cette seconde chance pour impacter positivement la communauté. Elle n'a pas seulement donné ses organes, expliqua Angela, montrant les documents à Marcus et aux filles réunies. Elle a orchestré stratégiquement chaque don. Un professeur universitaire noir a reçu les poumons et a inspiré des milliers d'étudiants pendant 20 ans. Une infirmière a reçu les reins et a consacré sa carrière à soigner des patients défavorisés. Un médecin a reçu le cœur et a révolutionné le traitement des maladies cardiaques dans des communautés démunies. Denise a tout planifié pour maximiser l'impact transformateur. Marcus comprit enfin complètement. Denise n'était pas seulement morte en donnant la vie aux 9 filles. Elle était morte en créant une révolution silencieuse d'espoir qui s'était répandue sur des générations entières. Chaque personne qu'elle avait sauvée en sauvait d'autres, qui en sauvaient d'autres, dans une chaîne infinie de guérison et d'amour qui transformait des communautés entières. Aujourd'hui, l'histoire des 9 princesses de Détroit est enseignée dans les écoles de médecine comme l'exemple suprême du sacrifice maternel et de l'impact social. La Fondation Denise Washington a déjà sauvé plus de 15 000 vies grâce aux greffes de moelle osseuse, et les centres de traitement existent dans 42 États. Marcus travaille toujours avec ses plantes médicinales, désormais aidé par des petits-enfants qui ont hérité de l'amour pour la guérison naturelle. Toutes les 9 filles restent unies, vivant à moins de 30 km les unes des autres à Détroit. Elles se réunissent chaque dimanche dans la maison originale, que Marcus a préservée comme sanctuaire familial. Les 18 enfants courent dans les mêmes pièces où leurs mères ont grandi, créant de nouveaux souvenirs sur des fondations d'amour que Denise a construites avec sa propre vie. La leçon la plus puissante de l'histoire de Denise Washington transcende la maternité ou le sacrifice. Il s'agit de la façon dont un choix conscient fait avec amour peut résonner à travers les générations, transformant des communautés entières et sauvant des vies que nous n'aurions jamais imaginé atteindre. Denise n'a vécu que 34 ans, mais son impact se multiplie à l'infini à travers chaque vie que ses filles touchent, chaque famille que sa fondation sauve, chaque personne guérie par les organes qu'elle a stratégiquement donnés. Si cette histoire a touché votre âme et inspiré votre foi en l'humanité, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'histoires transformatrices sur des personnes qui ont fait des différences extraordinaires dans le monde. Parce que, comme Denise Washington l'a prouvé éternellement, nous ne savons jamais combien de générations nous pouvons impacter avec un seul choix fait par amour pur et désintéressé.